Bien, eh bien, nous allons commencer cette deuxième partie de la matinée. Je m'appelle Vincent Laprévotte. Je suis professeur de psychiatrie à Nancy. J'ai la chance de travailler dans un centre d'intervention précoce qui se trouve dans une maison des adolescents à Nancy qui reçoit entre 12 et 25 ans. Et je voudrais profiter d'avoir le micro quelques secondes pour au moins vous donner un message qui est la très grande gratitude que nous sommes nombreux à avoir vis-à-vis de Marie-Odile Krebs, parce que je crois vraiment que sans elle, elle va revenir, j'espère, elle nous entend, parce que je crois vraiment que sans elle, eh bien, nous n'en serions absolument pas là où nous en sommes, avec un réseau aussi développé, avec plus de 70 centres, avec une thématique aussi développée que ça. Donc, merci Marie-Odile Krebs pour ça. Cette année, c'est l'année de la santé mentale comme grande cause nationale en France. Alors ça donne beaucoup d'idées et ça donne aussi l'idée de se tourner un peu vers nos voisins pour savoir comment ils ont fait avec la question de la santé mentale. Et donc c'est avec un très très grand plaisir que nous allons accueillir dans quelques instants le professeur Bernard Jacob, qui a été directeur stratégique de la réforme belge de la santé mentale, qui est un vrai exemple et qui a touché la santé mentale des jeunes, mais aussi d'autres domaines, comme par exemple l'organisation des urgences ou les systèmes de crise. Et donc, eh bien, sans plus attendre, je vous propose d'accueillir tout de suite le professeur Bernard Jacob. Je ne sais pas comment je fais. Il faut me dire un peu, c'est ceci. Bonjour, je vais utiliser comme langage de communication le belge. Bon. Voilà, c'est pas de l'anglais, mais c'est du belge. Alors oui, en effet, j'ai la chance depuis 15 années, depuis 2010, d'être coordinateur fédéral des réformes des soins en santé mentale en Belgique, puisque nous avons, depuis cette année-là, pris le challenge de réformer de manière globale l'ensemble du secteur de la santé mentale et de la psychiatrie en Belgique. Donc ce n'est pas un projet pilote, c'est une réforme nationale qui est menée par l'ensemble des autorités compétentes, à savoir les ministres fédéraux, les ministres des régions et communautés, puisque notre politique est assez compliquée. Alors nous avons commencé en 2010 par une réforme en profondeur au niveau du public adulte, du public cible adulte, parce qu'on avait, et on a encore un nombre de lits psychiatriques en Belgique assez conséquent, donc on s'était penché sur public cible. Et en 2015, nous avons alors suivi, avec naturellement cet âge de transition, le travail autour du public cible des enfants et des adolescents, sur le même modèle et avec une vision intégrée de l'aide et de soins. J'ai dit tout de suite de l'aide et de soins parce qu'on ne s'est pas du tout concentré uniquement sur les soins, on est allé beaucoup plus loin. Alors, vous dire aussi que c'est une chance de travailler comme coordinateur fédéral pendant 15 ans, et j'en souris parfois avec votre délégué ministériel, c'est que nous, sur 15 années, en fait, on a eu 3 ministres de la Santé sur 15 ans. Donc c'est facile de travailler avec des conseillers, parce que c'était les mêmes en plus, donc c'est particulièrement aisé. Mais c'est aussi un des éléments, une des premières recommandations que je mettrais, une réforme d'un secteur, d'un système de soins en santé mentale. Ça prend du temps, ce n'est pas une législature, ce n'est pas un an, ce n'est pas un projet, c'est vraiment un travail sur le long cours et ça demande une continuité. Et nous avons eu de la chance d'écrire ensemble avec les autorités compétentes, donc les ministres, les cabinets, tous les stakeholders de la santé mentale et de la psychiatrie. On a écrit un guide en 2010 et c'est toujours la vision, donc la vision communautaire des soins, qui est le centre de nos réflexions et qui a été pris en considération par l'ensemble des cabinets ministériels qui ont suivi. Donc ça, c'est vraiment une richesse. Et 15 ans, et on n'a pas fini. Et on sait qu'on va encore continuer. Ce ne sera plus mon affaire, mais ce sera l'affaire de Sarah, qui a parlé tout à l'heure, qui va reprendre maintenant le flambeau et qui a posé une question bien intéressante sur les soins psychologiques dans la première ligne, dont elle est une des initiatrices en Belgique. Alors nous, on suit vraiment
l'OMS. Depuis le début, depuis le début de nos travaux, on a vraiment cette idée de renforcer le leadership et la gouvernance dans le domaine de la santé mentale. Et on a voulu le faire au niveau politique aussi. C'est-à-dire que l'ensemble des ministres, que ce soit les ministres de la Santé, mais aussi d'autres ministres, et j'en dirai quelques mots, de l'éducation, de la formation, de l'emploi, de la justice, se sont engagés aussi à signer des protocoles d'accord qui permettent alors d'avoir cette vision globale de l'aide et des soins. Donc l'idée, si on reprend les objectifs de l'OMS, c'est fournir des services de santé mentale complets, intégrés, cette notion d'intégration est importante, et adaptés aux besoins, et dans un cadre communautaire. Donc notre vision, sans nous focaliser sur les hôpitaux psychiatriques et l'institutionnel, c'est d'aller de plus en plus vers la communauté, donc vers là où les personnes vivent. Donc on va reparler bien sûr des stratégies de promotion et de prévention. Et le système d'information chez nous, il faut dire qu'il n'était quand même pas très très au point, donc on travaille vraiment à cela. Alors notre modèle, c'est celui-là. C'est vraiment suivre la pyramide de l'OMS. C'est-à-dire, on ne va pas toucher au-dessus de la pyramide. On va même renforcer les soins spécialisés. Mais on va les utiliser uniquement pour les personnes qui en ont vraiment besoin. Alors pour faire ça, il faut absolument renforcer le bas de la pyramide, c'est-à-dire le plus proche et tout le travail d'outreaching dans la communauté, parce que si on veut diminuer l'institutionnalisation, il faut absolument avoir un système, un modèle communautaire très très fort. Et c'est tout le travail que l'on fait depuis 15 ans, renforcer les soins spécialisés, même upgrader dans certains services les équipes, pour qu'elles travaillent avec beaucoup de qualité pour les personnes qui en ont besoin. Donc on ne va pas opposer le secteur hospitalier au secteur communautaire, on va les travailler ensemble dans une vision globale et on va essayer de descendre dans cette pyramide. Donc aussi vous dire qu'on se base sur les besoins des personnes. Donc c'était aussi un concept qui a changé. Bien sûr, les psychopathologies sont importantes, je ne vais pas le nier, mais les besoins des personnes sont multiples. Donc il faut aller au-delà du simple diagnostic avec cette approche globale et intégrée. Donc on doit absolument avoir dans notre modèle la participation des autres secteurs que de la santé mentale, de la santé générale bien sûr, de l'action sociale, de l'emploi et de la formation, comme je le disais, de l'éducation et de la justice. Donc on travaille sur base de recommandations. On a travaillé avant pour créer nos plans stratégiques, on a travaillé avec les recommandations de tous les acteurs qui sont concernés, ceux y compris, et avec beaucoup d'importance, les recommandations des usagers et des familles. Et naturellement, c'est une vision transversale que nous proposons. Alors, en résumé, parce que je n'aurai pas beaucoup de temps, donc l'approche, elle est globale. Elle considère toutes les composantes des soins. Elle est générale. La détection précoce, et je vais y revenir, et la promotion de la santé sont des éléments essentiels dans notre nouvelle politique. Et dans la mesure du possible, toujours dans la mesure du possible, il est capital que l'enfant soit suivi dans son propre environnement. Alors là, on est allé chercher chez vous, et notamment à Lille, cette idée, cette bonne pratique des équipes mobiles, et on a multiplié, on a développé des équipes mobiles sur tout le territoire, pour les enfants, les adolescents, les adultes, mais aussi pour les seniors maintenant, et aussi pour les personnes qui ont des problématiques avec la justice. Donc cette idée d'aller vers, de suivre les personnes là où elles vivent. Alors il faut bien sûr travailler sur les déterminants de la santé, il faut tenir compte du contexte socio-économique, c'est-à-dire que nos ministres ont vraiment, sur les 15 années, investi, et ça c'est aussi important à signaler, énormément dans la santé mentale. Ils y ont cru, ils ont dit que c'était un élément central et qu'il fallait investir. Ce sont plusieurs centaines de millions qui ont été investis en budget complémentaire au budget existant. Alors, il faut bien sûr, et ça vous le comprendrez, et c'est aussi le sujet de notre journée, c'est qu'il faut que les politiques que nous avons développées dans un premier temps pour les adultes ont commencé pour l'âge de 16 ans, et les politiques que nous menons au niveau de la nouvelle politique enfant-ado vont jusqu'à 23 ans, avec justement une attention particulière sur les 16-23. Il ne s'agissait pas du tout de faire deux réseaux ou deux réformes distinctes, mais il fallait les inscrire dans la complémentarité. Alors, j'imagine que vous aurez cette question de la santé mentale et de la psychiatrie.
Est-ce qu'il faut différencier la santé mentale et la psychiatrie? Bien sûr, la santé mentale, c'est un concept large. La psychiatrie, c'est une discipline médicale spécialisée. Mais on a eu ces débats, bien sûr, au début. Mais il faut absolument sortir de ce débat et il faut absolument relier, parce qu'on parle de continuité de soins, il faut, mais dans le même temps, éviter de banaliser certains troubles sérieux qui nécessitent une prise en charge spécifique, donc il ne faut pas jouer le tout communautaire, il faut garder absolument la spécialisation, et la psychiatrie reste quand même un pilier important de la santé mentale pour les problématiques plus sévères. Donc oui, je pense qu'il faut continuer à distinguer la santé mentale et la psychiatrie, mais dans le cadre d'une réorganisation globale de l'aide et des soins en santé mentale, il ne faut absolument pas les opposer, puisqu'il s'agit de faire... Ces notions font partie d'un même continuum. Alors, notre politique, elle est construite sur la notion de réseau. On l'a dit tout à l'heure, mettre sur un territoire donné l'ensemble des acteurs, qu'ils soient de la santé mentale, de l'action sociale, de l'éducation, de la formation, de l'emploi, de la justice, mettre sur un même territoire l'ensemble des acteurs, renforcer cette organisation par une coordination, une reconnaissance, je vais dire, administrative d'un réseau, et mettre ces partenaires qui vont devoir, de manière, avec des objectifs communs, formaliser en fait l'organisation et la continuité de l'aide et de soins sur leur territoire. Donc on a en fait divisé la Belgique en une série de territoires, et ces territoires ont reçu et reçoivent en permanence des moyens complémentaires c'est important aussi qu'ils gèrent eux-mêmes. C'est-à-dire que nous, au niveau fédéral, nous avons cette vision maintenant de dire « Ok, on avance, on continue, on a parlé des soins psychologiques dans la première ligne, on va en reparler tout à l'heure, on met des moyens complémentaires. Ce n'est pas au fédéral, ce n'est pas aux autorités compétentes à dire exactement ce qu'il faut faire avec ces moyens. Il faut rester absolument dans la vision qui est celle du fédéral, celle qui est écrite dans le guide, celle que nous avons mis dans notre plan stratégique, mais il faut absolument que les réseaux sur le terrain adaptent à la réalité locale. Un réseau, on l'a dit tout à l'heure, sur une ville comme Bruxelles, n'est pas du tout le même qu'un réseau dans la ruralité. Mais la vision est la même, c'est toujours l'approche communautaire, c'est toujours aller au plus proche de l'endroit où les personnes vivent et aller traiter ces personnes là où elles vivent. Donc c'est améliorer l'offre des soins, et tout notre concept maintenant est orienté vers le rétablissement, vers les besoins des personnes, vers les points forts des usagers, des enfants, et améliorer la qualité de vie. Et aussi, ça c'était principalement au niveau adulte, c'était un objectif que l'on sent maintenant, qu'on voit des résultats, c'est surtout diminuer le temps de séjour en institution et, si possible, éviter. Donc nous n'avons jamais eu l'idée, un peu comme ça se fait en Europe, et on a été visiter naturellement beaucoup de pays à travers l'Europe et au Québec aussi. Notre idée n'a jamais été de fermer les hôpitaux psychiatriques. Notre idée a été de transformer une partie des hôpitaux psychiatriques en un autre modèle de soins, notamment les équipes mobiles, d'intégrer ce nouveau modèle de soins dans le tissu communautaire existant. Avec cette idée, on va essayer d'éviter que des personnes n'aient recours aux soins spécialisés. Mais quand c'est nécessaire, oui, avec, je le disais, une bonne qualité de soins au niveau de l'institution. Mais on a maintenant vraiment, on voit une diminution du temps de séjour parce que la continuité des soins, elle est assurée par un modèle communautaire qui a pu démontrer ses richesses. Donc, l'approche de réseau est vraiment devenue, à la fois pour les autorités, à la fois pour les acteurs, un changement de paradigme. Pour les acteurs, pour les autorités et les responsables d'institutions, bien sûr, puisque les moyens complémentaires maintenant ne sont plus alloués à une institution, ils sont alloués à un ensemble de prestataires, d'institutions qui vont devoir organiser et gérer et qui vont l'utiliser en fonction des besoins de leur territoire. Et ça, c'est aussi important. Ça demande déjà aux partenaires de devoir travailler ensemble et réfléchir à ce meilleur modèle. Donc, chaque organisation, bien sûr, va s'inscrire dans une complémentarité d'action. Il faut absolument que la couverture aussi soit globale. Il est anormal que dans les grandes villes ou les grandes cités, il y ait un accès avec
un foisonnement de structures et que dans des régions rurales, les enfants, les adolescents, les adultes n'aient pas le même accès, le même droit à l'aide et aux soins qui leur est nécessaire en fonction de leurs problématiques. Donc c'est cette notion d'intersectorialité aussi, que je ne vais pas décrire, que vous connaissez, mais qui associe à la fois les soins généraux, qui associe bien sûr les soins en santé mentale, mais aussi tout le processus d'intégration sociale. Donc ici, le travail en réseau, c'est vraiment avoir cette responsabilité partagée, vraiment s'assurer qu'il y a une continuité, savoir qui fait quoi dans ce réseau, sur ce territoire, pour pouvoir répondre à l'ensemble des situations, de manière individuelle bien sûr, mais avec une approche populationnelle. Excusez-moi. Donc quelques mots-clés simplement. Donc ces réformes en fait, c'est une dimension complémentaire à l'offre traditionnelle des soins en santé mentale, donc établir des connexions. Une adaptation aux besoins spécifiques des enfants, des adolescents et de leurs proches, on l'a dit, un changement de culture et de pratique. On est vraiment dans la vision ambulatoire, au niveau de vie des personnes, donc dans l'environnement, avec un renforcement de la disponibilité, de l'accessibilité et de la continuité. Il faut absolument que l'on diminue, voire que l'on annule les listes d'attente. S'il y a un problème dans un secteur, il faut que les autres secteurs soient en appui. On ne va pas mettre sur des listes d'attente pendant 3 ans des enfants ou des adolescents qui ont des problèmes. Il faut absolument que le réseau donne une réponse. Et c'est cette différence. C'est que ce n'est pas une réponse service par service, c'est une réponse d'acteurs sur un territoire donné. Alors, bien sûr, on l'a dit tout à l'heure, la participation des enfants, des adolescents dans le processus et dans la conception de la prise en charge est importante. C'est la notion d'empowerment. Sachez que dans tous nos réseaux enfants, nous avons ce qu'on appelle des coachs participation enfants. Ce sont des spécialistes qui travaillent avec les enfants à ce qu'ils prennent la parole et à ce qu'ils demandent, qu'ils donnent eux des recommandations aux différents niveaux d'organisation de nos réformes. On l'a dit tout à l'heure, le rôle important de la famille dans tout ce processus. Et donc, ouais. Donc peut-être aussi dire que entre un plan stratégique, une décision gouvernementale, un protocole d'accord entre les différents cabinets ministériels et les administrations générales et le terrain, il y a un monde. Une bonne pratique que nous avons mise en place à cette époque, c'était d'avoir une équipe d'experts, une équipe qui était composée d'experts dans les différents domaines, à la fois autonome vis-à-vis du cabinet ministériel, autonome vis-à-vis de l'administration et en lien permanent avec le terrain. But de cette équipe, donc 10 équivalents temps plein, spécialistes dans l'enfance, spécialistes dans l'adulte, spécialistes dans les soins psychologiques première ligne, dans les liens avec la justice, vraiment coacher et s'assurer que sur tout le territoire, l'implémentation, et dans les différents réseaux, l'implémentation, la vision et la philosophie restent la même. Une équipe assez autonome qui peut faire remonter, avec cette vision bottom-up, les remarques, les recommandations de l'ensemble des acteurs et qui permet à leurs autorités d'adapter, je pense que vous appelez ça la feuille de route, nous on appelle ça notre plan stratégique, d'adapter ce plan stratégique parce que je vous ai dit, on est dans un processus très long. Vous dire aussi que dans cette équipe maintenant, qui est maintenant sous la direction de Sarah, il y a aussi ce qu'on appelle 10 experts d'expérience, c'est-à-dire qu'il y a un équivalent entre les experts professionnels et les experts d'expérience qui forment une équipe ensemble. Et ces experts d'expérience ont vécu des expériences en psychiatrie, dans des programmes de réhabilitation psychosociale, avec les équipes mobiles, avec les soins psychologiques, et ils peuvent aussi venir travailler avec nous à cette adaptation, je dirais, correction de certains paramètres des travaux que nous mettons. Alors, rapidement, pour ne pas dépasser le temps, qu'est-ce qu'on a pour les jeunes de 16 à 23 ? Sarah en a un petit peu parlé. Malgré tous les efforts que nous avions faits pour aller de l'institutionnel vers la communauté, nous nous sommes rendus compte quand même, et principalement en travaillant avec les médecins généralistes, qu'on n'était pas encore suffisamment près de la première ligne
Et donc, on a développé depuis maintenant 5-6 ans des soins psychologiques dans la première ligne. Donc, ce ne sont pas uniquement des psychologues cliniciens de première ligne. C'est vraiment aller, comme les professeurs l'ont dit tout à l'heure, quitter l'établissement et aller là où les personnes vivent et aller de manière euh, la plus précoce possible, voir dans ce qu'on appelle des lieux d'accroche, faire un travail de détection, de prise en charge des enfants et des adolescents là où ils vivent. Ça peut être à l'école, ça peut être dans des clubs de loisirs, ça peut être un travail avec les pharmaciens, avec les médecins généralistes. Donc c'est tous les endroits en fait où la population vit. Et cette idée maintenant des soins psychologiques où le ministre actuel, enfin, qui était le ministre précédent, mais qui a été reconduit pour 5 ans, a investi plusieurs centaines de millions d'euros parce qu'on a vraiment pensé que ces soins psychologiques dans la première ligne étaient importants. Donc c'est améliorer la détection et l'intervention précoce, c'est vraiment renforcer la collaboration avec les médecins généralistes, les écoles, les centres médicaux psychosociaux, les maisons de jeunes pour répondre aux différents besoins. Aussi, puisque ces soins sont remboursés par la sécurité sociale, de limiter, de supprimer carrément la cotisation, la partie prenante des usagers pour encore faciliter plus, jusque 23 ans, cet accès des enfants et des grands adolescents à l'accès aux soins psychologiques. Donc l'objectif de cette partie, parce que je vous dis, on est vraiment dans un processus long de 15 années et on va continuer. On a commencé par les adultes, les enfants. Maintenant, on a introduit les soins psychologiques dans la première ligne. Mais dans le même temps, on a retravaillé la liaison entre la santé mentale et la justice. Donc, c'est un processus long. C'est une vision des soins intégrés, si vous voulez, cette nouvelle vision des soins intégrés. Liaison aussi avec tous les autres aspects de la santé, pas uniquement la santé mentale. Mais ici, dans les soins psychologiques première ligne, c'est vraiment rendre des soins de santé mentale plus accessibles. Et comme on l'a dit tout à l'heure, les psychologues cliniciens, ils sont encouragés à aller là où les personnes vivent. Et c'est vraiment quelque chose d'important. Et encore plus, de mettre en place des sessions de groupe, par exemple d'un groupe avec un instituteur de l'école primaire, ou un groupe avec un pharmacien, ou avec un animateur de club de jeunes, ou encore, et c'est ce qu'on essaye de promouvoir pour le moment, un groupe avec un expert d'expérience, et ainsi aller détecter les publics vulnérables là où les personnes se trouvent. Donc c'est une expérience, je pense, mais s'il y a des questions, Sarah pourra bien sûr compléter, mais c'est une expérience qui est vraiment, vraiment porteuse d'espoir. C'est vraiment renforcer, aller vers, amener les soins spécialisés dans le lieu de vie, bien sûr, ne pas psychiatriser la société, c'est pas ça, mais soutenir vraiment la première ligne non spécialisée et la première ligne de soins. Et les médecins généralistes sont particulièrement contents de ça parce que eux, bien sûr, vous le savez, disent que oui, dans notre salle d'attente, on a plus de 30% des personnes qui ont une problématique de santé mentale au sens large. On n'a pas le temps, on ne sait pas bien avoir un profil, on ne sait pas si c'est un problème psychosocial ou vraiment un problème psychiatrique, enfin qui va amener des problématiques psychiatriques. C'est pour ça que je vous disais qu'il ne faut pas différencier les deux. Mais ces psychologues cliniciens première ligne, avec différents types de sessions, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais permettre alors de compléter le dispositif que nous avions déjà mis en place. Vous dire quand même, puisque nous avons suivi bien sûr votre modèle des psychologues première ligne, psychologues cliniciens première ligne, il y a quand même une grande différence, mais on a eu pas mal de pression des associations et des fédérations de psycho, c'est que pour le moment, je pense, Sarah, on n'est pas loin des 90 € de remboursement de la séance, ce qui est quand même pas mal, mais ça incite, il faut parfois mettre des moyens pour en gagner plus tard, il faut mettre des moyens dans la prévention pour éviter que les problèmes deviennent plus importants, mais c'est pour ça que c'est un budget assez phénoménal, mais qui donne des résultats assez... Donc c'est vraiment, c'est un petit peu la demande, il y a vraiment de la part des différents ministres sur 15 années, vraiment cette idée aussi de focaliser sur les jeunes. Et je voudrais dire 2-3 mots, puisque c'était aussi dans le sujet de ma présentation, sur le projet Joint Action Implemental. C'est vrai que ce sont des projets cofinancés par la Commission européenne
Et ce sont les projets dans lesquels nous avons été avec la France et 14 pays, 14 autres pays, dans un programme assez conséquent pendant plusieurs années de collaboration entre 2021 et maintenant 2025, toujours aussi aligné avec les actions pour la santé mentale et l'Organisation mondiale de la santé mentale. Et l'idée était vraiment de renforcer en termes de pratiques innovantes des collaborations. Et c'est comme ça que j'ai eu la chance de rencontrer le professeur Krebs, mais aussi la délégation ministérielle, et qu'on continue encore à travailler pas mal ensemble. Et la Belgique, le modèle, je dis bien le modèle de la réforme des soins en santé mentale en Belgique, avait été choisi comme une des deux best practices au niveau européen, l'autre étant plutôt orienté vers une stratégie autrichienne sur la prévention du suicide. Mais ça a été vraiment intéressant de pouvoir échanger pendant toutes ces années des modèles et de voir comment on peut implémenter un modèle qui existe dans une région, dans un pays, dans d'autres régions, en l'adaptant bien sûr à la réalité locale. Donc c'est un modèle qui nous a beaucoup intéressé, Marie-Odile. En tout cas, on en a retiré de part et d'autre beaucoup de bénéfices. Voilà ce que je voulais vous dire en peu de temps sur là où les réformes des soins en santé mentale. Mais je le dis, c'est un processus long et qui demandera encore énormément de temps parce que nous avons maintenant encore une étape supplémentaire qui est celle des soins intégrés, c'est-à-dire d'inclure toutes les autres problématiques de santé dans un modèle global. Et ça demande vraiment plus que des protocoles d'accord, ça demande vraiment des engagements des différents ministres au niveau du fédéral, des régions communautés, si on prend l'aspect vertical, mais si on prend l'aspect horizontal, il faut aussi des protocoles d'accord et des signatures d'engagement des ministres et de leurs administrations, de la justice, de l'éducation, je le redis, de l'emploi et de la formation, puisque c'est l'affaire de tous, en fait. Ce n'est pas l'affaire des acteurs et des spécialistes de la santé mentale. On s'en sortira jamais si on continue à focaliser uniquement sur les soins. Il faut travailler bien en avant et rendre à la société et aux acteurs de la première ligne aussi leur responsabilité dans tout ce processus de reconstruction. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ça marche, oui. Merci beaucoup, Bernard Jacob. Si vous voulez bien rester pour une ou deux questions, peut-être avec la salle. Alors, je vois tout de suite déjà une question de Philippe Conus devant. Voilà, super. Oui, bonjour, Philippe Conus, je viens de Suisse. Donc, votre propos m'a intéressé, vu qu'on est un État très fédéral. On a donc 26 cantons pour 8 millions d'habitants, donc 26 ministres de la Santé. Et une grande difficulté à coordonner les choses. Et ça m'a intéressé votre propos sur le fait qu'il faut effectivement décliner les dispositifs de manière différente selon qu'on est en ville ou qu'on est dans une région plus rurale. Néanmoins, est-ce que votre groupe d'experts arrive à obtenir que quand on veut implanter un certain modèle, il y a quand même quelque chose de commun, d'un tronc commun qui reste? Parce qu'on a essayé par exemple d'implanter des unités d'intervention précoce dans le canton de Vaud. Et puis les gens localement les ont interprétés complètement différemment, certains dévoyant complètement la structure. Et puis pour finir, il faut quand même qu'il y ait une certaine base qui reste. Donc est-ce que vous avez des guidelines, des recommandations, des critères d'un minimum qui doit être respecté pour que le financement soit maintenu? Enfin, comment vous avez réglé cette question-là? Nous n'avons que 8 ministres de la Santé. Bon. Que 8? Oui, que 8. Mais un peu comme chez vous, je pense, déjà qu'ils parlent différentes langues. Chez nous, c'est le néerlandais, le français et la communauté germanophone. Donc ça a été le premier travail, si vous voulez. C'était vraiment très important. Il fallait que les autorités compétentes, je dis encore, les cabinets, les ministères des différents niveaux et leurs administrations, c'est aussi important, s'inscrivent dans la construction du modèle. Ça a pris presque une année de travail en interministériel, tous les 15 jours, en invitant de manière régulière les différents stakeholders, les psychiatres, bien sûr, les directeurs d'institutions, les représentants des syndicats, des unions, les usagers, les familles, pour arriver à ce guide de la réforme. On en a un pour les adultes et un pour les enfants.
Et les ministres ont signé ce guide en conférence interministérielle. Ça, c'était le point de départ. Alors, votre question, comment implémenter une vision, un modèle et une augmentation de moyens financiers pour mettre des modèles en place, ça c'est vraiment ce que j'essaie de dire en quelques mots, cette équipe d'experts qui s'est placée, et c'était vraiment une richesse, et dans les projets européens on nous a dit mais cette équipe un peu autonome, je vais dire, qui ne dépend pas du politique, parce que si elle dépend du politique, 5 ans après, elle risque de ne pas être là, et si elle est de l'administration, excusez-moi, à l'administration, mais ce n'est pas le boulot de l'administration. L'administration est dans des bureaux. Cette équipe, elle va sur le terrain en permanence. Elle va coacher et elle va s'assurer que la vision reste la même et que chacun des budgets complémentaires pour des thématiques nouvelles, par exemple les psychologues cliniciens en première ligne, soit vraiment utilisé de la manière qui est souhaitée. Et ils suivent aussi bien les dépenses financières que le contenu la participation transversale des acteurs, et éviter que l'hôpital ne reprenne le lead quand on met des moyens complémentaires et mettre de côté toutes les structures communautaires, parce que la puissance hospitalière est importante. Donc s'assurer de ça aussi, s'assurer que oui, les moyens financiers sont bien répartis sur le territoire concernés, qu'on ne dise pas que à 50 km de la ville, il n'y a plus moyen d'avoir des équipes mobiles, par exemple, quand on a mis les équipes mobiles en place. Et toujours aussi pour ça, avec les déterminants, donc une recherche qui a été faite par l'Université de Louvain, qui est la prévalence, le niveau socio-économique, la population, X milliers ou centaines de milliers d'euros pour ce territoire-là, c'est confié au comité de réseau du réseau qui va alors, avec les partenaires, travailler et voir là où on va mettre les moyens et comment on va les mettre. Mais c'est vraiment cette équipe qui a cette responsabilité au jour le jour d'aller à la fois coacher, vérifier et revenir avec des recommandations et adapter. Voilà. Mais c'est un investissement. C'est 10 équivalents temps plein. Maintenant, il y a 10 usagers en plus, et ça c'est riche, ça c'est une étape supplémentaire d'avoir les usagers, parce qu'eux savent, ils ont vécu, donc ils savent ce que c'est un hôpital psychiatrique, une équipe mobile. Donc voilà un petit peu ce qu'on a mis en place. Mais nous avons été en Suisse, bien sûr aussi, voir le travail des équipes mobiles, en Angleterre, à Birmingham, au Québec, bien sûr. On a été en Grèce, voir le programme Psycargo 2, qui avait échoué. On a été voir pourquoi il a échoué aussi. Pourquoi ? Parce que l'hôpital... Ils avaient décidé de fermer les hôpitaux et de faire un mouvement des hôpitaux vers la communauté en ne prenant pas en considération le secteur communautaire des petites associations qui avaient été développées depuis 50 ans. Nous, on a voulu dire, on prend tout ce qui existe, on le met ensemble et on complète par ce qui manque, avec des moyens complémentaires. C'est un peu ça notre démarche. Je ne sais pas si je réponds un peu avec cette question. Merci beaucoup, Bernard Jacob. Peut-être la place pour une toute petite question supplémentaire avec une toute petite réponse. Alors là, il y en a plusieurs. Peut-être qu'on pourra poser des questions à la fin ou en dehors de... Je vois quelqu'un qui lève la main derrière. Voilà. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Je travaille à Lille en réhabilitation psychosociale. Je voulais vous demander comment s'étaient organisés les soins des addictions en Belgique et comment vous les intégrez dans le réseau. La vision, elle est globale. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à toute la population. C'est-à-dire que les acteurs clés qui ont la spécificité des addictions sont un des partenaires du réseau et ils seront utilisés en fonction des besoins de l'enfant ou de l'adolescent. Donc c'est complètement intégré dans l'ensemble du dispositif. Il n'y a pas un réseau particulier pour les enfants ou les adultes qui ont des problèmes d'addiction. Ils font partie des partenaires et des acteurs du réseau sur un territoire. C'est la même chose pour la justice, l'internement ou les personnes qui sortent de la justice. Au départ, les acteurs des structures traditionnelles, je vais dire, un généraliste disait « oui, mais non, nous, on ne va pas accepter ces personnes dans nos structures. » Mais si, il ne faut pas faire des réseaux parallèles en fonction... Notre vision, elle n'était pas celle-là. Elle n'était pas d'avoir des réseaux et des trajectoires de soins en fonction des psychopathologies.
C'était de voir des besoins d'une population et bien sûr transformer ça au niveau individuel. Et là, les trajectoires se font en utilisant les ressources utiles et nécessaires. Les personnes qui ont des addictions, à un moment donné, elles vont aussi devoir sortir du système de soins et aller vers la formation et l'emploi, quand c'est possible. Donc il faut absolument utiliser les structures qui sont... On ne va pas faire des centres de formation spécifiques pour les personnes qui ont des problèmes d'addiction. Ce n'était pas notre vision, en tout cas. Merci beaucoup, Bernard Jacob. Merci pour votre présentation.